Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore, Madame, Messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Ce numéro sera consacré aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de quelques provinces, particulièrement de la province du Sankuru. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Madame, Messieurs, je ne suis pas seule, comme d'habitude. Il y a à côté mon co-présentateur de tous les temps, de chaque instant, Nico Kassanda. Comment ça va? Ça va très bien, Emeline, et vous-même? Dieu fait grâce, ça va. Alors, qui est-ce que nous avons aujourd'hui? Merci, Emeline. Alors, très chers téléspectateurs, merci d'être là. Et pour vous, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Armand Loukika. Il est le président du courant du salut pour le peuple, également candidat vice-gouverneur dans la province du Sankuru. Maître Armand Loukika, bonjour. Bonjour, monsieur Nico. Allez, très content pour nous, Paramètres, de vous recevoir sur ce plateau. Vous venez fraîchement de prendre part à l'élection au niveau du Sankuru. Alors, dites-nous d'entrée des jeux, comment ça s'est déroulé, ces scrutins? Oui, certes. Bon, je salue aussi Madame Evelyne qui prend ce soin de nous accompagner dans cette émission. Mais certes, les élections au Sankuru n'ont pas été si faciles, puisque je suis parmi les premières victimes heureuses d'avoir perdu. Victime heureuse. Candidat malheureux. D'avoir perdu aux élections avec mon titulaire, ma titulaire qui est Madame Nyombo, qui était candidate gouverneur, et je fus son vice-gouverneur. Et nous avons perdu et on a accepté sportivement, puisque les élections, quel que soit son caractère, affichent toujours quelques indices de réclamation, d'irrégularité. En plus forte raison, dans un peuple comme le nôtre, devant une assemblée provinciale qui est la nôtre, où il s'affiche un certain degré d'indiscipline politique, c'est vraiment difficile de s'affliger sur un tel sort. Parce que si nous étions à 13 candidats, il y avait une candidate, Madame Bernadette Akouka, qui avait désisté en notre faveur. Il a fait son premier discours à l'Assemblée le jour de la campagne, et il avait apprécié. C'est important qu'en tant que femme, elle puisse désister en faveur de Madame Nyombo, qui est aussi une femme qui avait un cahier de charges et qui avait un programme très bien détaillé, maîtrisant le Sankuru, avec un temps bien déterminé d'exécution de son programme de 548 jours qui nous reste pour parler du mandat laissé par l'ancien gouverneur. Et après son désistement, nous avons senti l'accord de principe par les réflexions et les débats qui se faisaient autour de notre élection. Malheureusement, ce n'est pas ça l'élection. L'élection, c'est arriver au bout et que l'urne puisse exprimer en réalité la victoire. Est-ce que votre projet de société que vous avez défendu devant les élus provinciaux n'avait pas été convaincant? Non, malheureusement, c'est parmi les programmes APA, le programme nourrissant, le programme d'espoir qu'avait présenté notre ticket, puisque, pas selon moi, c'est selon l'explication donnée séance tenante par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sankuru qui avait reçu le programme, puisque le président était absent. Il a expliqué que le programme était plus détaillant et plus explicite et plus déterminé. Pour autant que c'est l'unique, avant que d'autres programmes ne viennent après nous, qui avait donné et le programme dans le temps, dans son espace et avec un montant précis pour pouvoir exécuter ce travaux durant 548 jours qui nous restent. Donc c'était l'unique programme. Et non seulement l'unique programme par rapport au temps, mais dont on avait des atouts de précision. Parce que la dame, venant en titre d'abord en sa qualité d'investisseur, a dit « J'injecte mon argent dans ma province, personnellement, en entendant de signer des contrats avec quiconque pourrait venir nous aider. » Et qu'il a rassuré à l'Assemblée qu'il y avait des moyens. Voilà, donc à ce niveau-là, nous on comptait sur la compréhension
intellectuelle et politique de notre programme par les députés qui sont des grands électeurs. Mais or, ce n'était pas ça l'élection, je l'ai dit. L'élection, c'est qu'il faut attendre l'expression de l'urne, qui a exprimé autrement ce que nous étions en train d'espérer. Est-ce que c'était une surprise désagréable, le fait que vous ne puissiez pas être élu? Est-ce que vous attendiez à cela ou c'est une surprise désagréable qui arrive? Non, c'est désagréable. C'est désagréable puisque on ne s'y attendait pas. Et on s'y attendait le moins. Parce qu'il est vrai que madame que j'ai accompagnée n'est pas politique. Elle est venue avec un caractère d'investissement, d'amener le développement, d'amener la technicité dans sa province natale, parce qu'elle a vécu plusieurs années en dehors du pays, elle a une expérience dans plusieurs secteurs qu'il voulait coûte que coûte amener au profit de ses propres frères. Alors pour moi, personnellement, en tant que politique, je me suis carrément situé à supporter le choc. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a pas été facile pour elle, puisque ce sont des gens avec qui on a été battre campagne jusque dans des heures tardives, avec toutes les précisions possibles, et avec un esprit de rapprochement beaucoup plus intime et lié à l'espoir qu'ils étaient en train de nous accorder jusqu'au petit matin. Et juste lors du dépouillement à 12 heures, le sort a trompé notre espérance. Alors, après votre défaite aux élections, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous continuez dans la politique? Vous changez de domaine? Madame, il faut être insensé pour fuir la politique puisqu'on a perdu aux élections. Avec l'espoir que vous aviez avant, et arrivé aux élections, vous n'êtes pas l'élu? Oui, mais c'est ce que je dis, il faut être insensé pour dire que je ne continue plus la politique parce que j'ai échoué. Donc, échouer aux élections, c'est un dogme, mais en fait, c'est une routine pour des ambitieux. Il faut y accepter que non, à une petite moindre erreur, il faut espérer que vous pouvez perdre l'élection dans une minute. Et qu'après avoir perdu les élections, c'est une page qui s'ouvre. Vous devez faire une évaluation en fait pour savoir de quoi on a trébuché et qu'est-ce qui a été à la base et pourquoi nous avons perdu. Ce sont des questions essentielles qui continuent à nous apprendre à hisser notre niveau de comprendre les aspects politiques. C'est ça, donc nous continuons le chemin politique, mais peut-être en disant, oui voilà, peut-être que je ne saurais plus mettre ma confiance sur les électeurs qui peuvent à tout moment basculer, mais je veux peut-être mettre ma confiance, changer le modèle de travail qu'on veut espérer à une telle élection. Une déception qui vous encourage? Une déception qui m'encourage à apprendre autrement, et à faire un autre pas pour la marche politique. Sinon, je ne voudrais plus que dans le jour à venir, je puisse aborder cette question de la même manière que je l'ai abordée autrefois. Parce que peut-être j'avais tellement confiance aux humains, j'avais tellement confiance aux amis, avec qui on a passé plus de 3 ans sur un combat qui était identifié, parce que la politique dans ma province n'a pas commencé seulement pour ces élections. Je l'ai eu avec le gouverneur qui est passé, comprenez, avec une équipe de députés qui avait compris le nœud du problème, la substance de notre bataille, et que j'avais tellement confiance aux amis que comme nous étions les meneurs de cette bataille, peut-être pour l'instant, ils pourront nous remettre cette confiance pour qu'ensemble nous puissions amener la province en bonne destination pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Mais malheureusement, les amis, bon, peut-être enflués dans la souffrance, ils n'ont pas pu résister devant certaines évidences. Donc je ne le tiens pas non plus rigueur. Ils demeurent être nos élus provinciaux, puisque je n'ai pas d'autres élus, au moins que le chef de l'État en décide autrement, suite à plusieurs accusations de l'indiscipline, de l'insubstance et de manque de sens politique qui regorge certaines assemblées provinciales jusqu'à preuve du contraire. Puisque la décentralisation était certes une bonne idée pour le pays, mais qui est en train de planer sur les non-intellectuels, sur les personnes qui ne comprennent pas le sens de la décentralisation. L'élection, en fait, n'a pas été faite pour les émotionnels. Sinon, quand vous êtes dans un pays pauvre,
un petit rien peut basculer et rendre tout en chaud et en feu. Quand je parle de petit rien, ça ne dit pas de l'argent. Vous avez échoué à cause de la corruption. Oui, c'est une partie de raison. Mais je ne l'appelle pas corruption. Nous avons échoué à faute de faire maîtriser le contrat de marchandage électoral. Je l'appelle marchandage électoral. Pour autant que les députés qui sont les grands électeurs ont besoin d'un t-shirt pour faire la campagne, ont besoin de banderoles, ont besoin d'un carnet, ont besoin de stylos, comme nous le faisons aussi dans les suffrages universels. Ne gagne-t-il pas mieux? Et s'il y a le mieux offrant qui a donné trois stylos, et nous avons donné un, donc automatiquement, l'électeur s'accroche au mieux offrant. Et cela, madame, ne s'appelle pas automatiquement corruption. C'est aussi un type de contrat qui demande, donne-moi ta voix, et moi je te montre le bien que j'ai à te donner. Et quand vous faites du bien, que vous le faites, vous le draguez, vous le séduisez à vous offrir votre voix. Alors maître, lorsque ça ne marche pas, la personne ne respecte pas ce contrat, est-ce qu'il y a-t-il possibilité que vous puissiez le traduire en justice? Oui, c'est ça qu'oublient les autres. Nos amis députés pensent qu'ils ne sont pas traduisibles en justice à cause de cela. C'est un abus de confiance aussi. Parce qu'il peut sortir des astuces te disant que je vais t'amener 15 voix, donnez-moi de l'argent. Peut-être que chacun peut prendre 5 000. C'est une astuce en fait utilisée qui amène les candidats à être séduits et à mettre sa confiance à un président de l'Assemblée, à un vice-président, un membre du bureau, un député, meneur d'opinion. Et que si cela n'arrive pas, automatiquement, il est obligé de rembourser. S'il ne rembourse pas, il y a escroquerie. Et comment évaluez-vous la CENI par rapport au déroulement de ces élections, la nouvelle équipe? Non, la nouvelle équipe, en fait, hérite ce qui avait été, ce qui était avant, le tard, le comportement, les us laissés par l'équipe partante, et que la nouvelle équipe, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore implanté ou imprimé son idéologie. Pas de touche particulière. Donc il n'a pas encore une touche particulière telle que vous le dites. Donc la nouvelle équipe est en train de suivre l'ancien comportement de l'ancienne équipe, pour autant que rien n'a changé. Et cela met en péril les élections de 2023. Est-ce qu'on peut espérer mieux en 2023? Non, jusque-là, il n'y a pas encore de lueur d'espoir pour croire à une élection différente des élections de M. Nanga. Il n'y a pas encore une lueur d'espoir. Parce que nous avions déclaré cela depuis le début, que le format de la composition des membres de la CENI pose un problème. Si le peuple congolais n'avait pas entendu notre cri d'alarme sur les modifications de multiples lois, nous devrions comprendre ça depuis le début. Et comme c'est parti de cette façon-là, tous ces membres-là ne répondront qu'au pouvoir des délégants. Vous comprenez? Si le délégant sait que c'est moi qui t'ai envoyé à la CENI, tu dois me donner 10 députés, impérativement, il va s'investir pour être en paix avec son parti, avec sa famille politique, avec son regroupement. Et cela dit, tout ce combat par rapport à l'obtention des élections crédibles, transparentes... Ce sont des concepts en fait, mais la réalité, au Congo, on aura du mal à avoir une élection crédible. Parce que la crédibilité commence par les animateurs, qui doivent d'abord être crédibles. Au moment où les animateurs eux-mêmes sont des émanations de regroupements politiques, la crédibilité est entachée par le mandat confié à ces gens, qui sont dépendants en fait. Si la crédibilité est entachée d'irrégularité et de doute, automatiquement l'indépendance n'existe plus. Voilà, donc il y a vraiment un concept que nous ne pouvons pas attribuer à nos élections qui viendront, la crédibilité des élections, la transparence des élections, pour autant qu'il y a un problème sérieux. On vous dira que les élections à venir de 2023 seront transparentes. Non, pas quel mécanisme. Pas quel mécanisme. La loi, c'est la loi qui est dite électorale, mais la loi n'est pas les élections. Okay. Puisque nous avons connu avec M. Nanga, au moment où le dépouillement n'était même pas encore effectué dans notre province, la proclamation a eu lieu. Nous avions nos témoins qui étaient dans le salle de dépouillement. Et deuxième jour de dépouillement, on proclame à Kinshasa qu'il y a des élus, il y a ceux-ci qui sont élus. Alors, en quoi pouvons-nous parler de la transparence? Moi, je pense que la politique est culturelle
c'est l'unique politique qui peut être adaptable pour notre peuple. Il ne faudrait pas que nous puissions copier le style des élections, mais nous devons créer un style d'élection susceptible de nous mettre en paix. Et il est encore temps pour le faire. Il est encore temps. Il est encore temps. Moi, je dis toujours aux Congolais, ça ne sert à rien de fuir pour aller tomber dans un trou que de prendre tout son temps à apaiser les esprits, à renfermer le trou, à tracer de bons chemins pour que nous puissions être en paix. Sinon, le pays a plusieurs défis à relever. Si l'on va créer encore des problèmes au travers des élections, ça va être un problème qui s'ajoutera sur un autre. Il y a encore temps. Aujourd'hui, madame, nous proposons un truc par rapport au débat actuel. Nous venons des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Mais on vous dit que c'est le système où le gouverneur passe sous le vice-gouverneur est la conséquence de l'élection du gouverneur. Mais nous avons vu une question exceptionnelle à Kinshasa. Une question exceptionnelle à Kinshasa, où le gouverneur devient maintenant l'élu principal de l'Assemblée provinciale. Ça ne peut pas exister dans un État normal. Puisque dans toutes les provinces, le gouverneur n'est pas élu. Le dépouillement se fait conséquemment au nom des gouverneurs. Et quand le gouverneur est voté, celui-là prend sa conséquence, qui est le vice-gouverneur. Et si le vice-gouverneur se comporte mal, le gouverneur est frappé par l'Assemblée qui le rend le responsable direct aux électeurs qui constituent l'Assemblée. Mais l'Assemblée provinciale ne peut pas frapper le vice-gouverneur et laisser le gouverneur en fonction. L'Assemblée se sent rédévable par rapport au gouverneur. Vous comprenez? Le gouverneur, puisque l'autre n'est qu'une conséquence, malgré les prérogatives, mais il agit comme un passif. En réalité, le concept vice n'est pas le concept suppléant. C'est-à-dire, dans l'hypothèse où, quand on vote le député, son suppléant attend sa mort pour être actif. Mais ici, ce n'est pas le cas. Puisqu'en cas d'absence ou d'autres démissions, ou la sortie du gouverneur de la province, le vice-gouverneur agit en plein pouvoir, conformément aux prérogatives lui reconnues. Il serait mieux maintenant de revoir les choses, puisque la province de Kinshasa nous a créé une jurisprudence, que les vice-gouverneurs soient aussi dépendants devant l'Assemblée. Qu'ils déposent ici leur candidature indépendamment du gouverneur, puisqu'ils peuvent être sanctionnés comme un membre du gouvernement. Or, à l'investiture, le gouverneur ne présente pas son vice. À l'investiture, le gouverneur ne présente que son gouvernement. Les membres, les ministres nommés par lui, qui apparaissent dans son arrêté. Donc, la conséquence, c'est que nous laissons un espace vide où le droit crée des problèmes. Mais comme on est dans un pays où la politique ne tient compte que de réalités qui intéressent le pouvoir ou le régime en place, ça crée des problèmes. Alors, Maître Armand, revenons sur les irrégularités. Je pense que vous les avez certainement constatées. Est-ce que ces irrégularités peuvent-ils remettre en cause l'élection de ces gouverneurs qui vont aujourd'hui piloter ces différentes provinces? Certainement, il y a eu des choses honteuses à dénoncer. Lesquelles, par exemple? Quand l'on veut être gouverneur de province, que vous injectez 800 000 $ à donner aux électeurs, ça quitte maintenant l'option d'un contrat de marchandage électoral, mais ça devient dans un contrat de subordination électorale. Vous le subordonnez par rapport à votre montant. Vous rendez tous les électeurs subordonnés à vous. Pour autant que vous êtes le détenteur de la finance ou des finances, automatiquement vous les rendez plus libres d'opérer un choix judiciaire. C'est à ce moment-là que revient l'irrégularité. Quand les députés qui sont les grands électeurs ne sont plus libres d'apprécier, de faire un choix judiciaire et qu'ils sont infectés suite à un comportement d'immoralité ou de subordination, c'est une irrégularité qui peut mettre en cause une élection. Vous voyez? C'est à ce moment-là, puisque nous avons vu l'argent circuler. Dans ma province. Nous avons vu l'argent circuler. L'argent ne pouvait plus donner le temps aux députés d'être à l'aise.
Ils ont été mis dans le joug de l'argent, dans l'esclavagisme de l'argent. On nous a ôté la liberté d'être un électeur libre. Ils ont été sous les dictats des autorités morales. Peu importe les autorités morales, mais le problème c'est que la réalité sur le terrain, quand quelqu'un a fait 12 mois sans être payé, et qu'on lui présente 30 000 $, pour lui offrir une voix. L'Assemblée soutenait cette irrégularité parce qu'on sait que je ne soutiens pas parce que l'État... Au début, le maître a parlé du contrat, chose qui était normale. Je vous dis d'abord en préalable, il faut tenir compte que la campagne électorale, c'est un élément qui approche les candidats aux électeurs. Alors, maître, vous parlez de ces irrégularités et aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvouemba, a décrit le fait qu'il y a eu effectivement monnayage à grande échelle des fonds qui ont circulé. Il a parlé d'ailleurs d'un chèque de 50 000 $ à qui on lui a présenté. Malheureusement, il avait refusé. Mais quand est-ce que, au fait, à ce stade, l'on peut parler de corruption et qui peut entraîner justement l'auteur de cette corruption d'être poursuivi devant la justice? Non, avant d'être poursuivi devant la justice, ce sont les éléments de preuve que nous avons besoin. Par exemple, je te parle du Sankourou, où les animateurs de l'institution Assemblée provinciale nous disent tout haut, même dans nos échanges privés comme publics, que non, il y a eu de l'argent en réalité qui ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas interdire aux députés de toucher, puisqu'ils ne pouvaient jamais comprendre rater 30 000 $, chacun présenté par les candidats. Après avoir passé 12 mois d'impayement. Et il justifie du fait que cet argent amènerait un soulagement. Mais ce soulagement, c'est ce qui les a rendus dépendants d'offrir une élection sans pour autant faire un choix judiciaire. Parce que le motif de l'élection devient l'argent, là ça devient un problème. Le motif devient l'argent, ça devient un problème. Si le motif était du fait de programmes présentés, là on comprendrait. Mais si le président de l'Assemblée reconnaît l'irrégularité, la conséquence c'est l'annulation. La conséquence c'est l'annulation. Vous comprenez? Mais il n'y a aucun acte que... La corruption politique est différente de la corruption commerciale. La corruption politique, la plupart des cas, ne se passe même pas la journée. Et tantôt sans trace. Nous nous recueillons des déclarations et du comportement des électeurs. Vous comprenez? Parce que la preuve dont on veut chercher, c'est comme si on était dans une corruption commerciale ou dans une corruption fiscale. Non. Où l'on dirait non, on l'a corrompu pour qu'il puisse livrer une taxe sans pour autant que c'est... Non, non, ce n'est pas ça. Ici, on est dans une situation politique qui du reste, nos accords restent tantôt non écrits. Parmi nous, là, aucun colonel peut te dire que j'ai fait une note à mon électeur avant de lui donner l'argent. Et les électeurs savent que si un candidat l'amène à lui faire une note, il ne prend pas ton argent. Mais vous pouvez attaquer cette élection parce que jusque-là, ces résultats ne sont encore que provisoires parce que les cours d'appel ne se sont pas encore prononcés là-dessus. Est-ce que vous avez l'intention? Non, vous savez, moi, personnellement, j'ai donné un conseil utile à ma candidate, qui était ma titulaire, Madame Nyombo, que les élections à deux phases. Non seulement de réussir ou d'échouer, mais il y a la phase du regard social. La phase du regard social. Le Sankourou s'est enlisé de plusieurs années de souffrance. Et que quand vous tournez le regard vers le social du Sankourou, si je vais encore le plonger 2 semaines de procès, je suis parmi ceux qui ont contribué à leur souffrance cette fois-là. Parce qu'on dit qu'à cela ne tienne, nous avons intérêt de regarder ce peuple et nous de nous regarder nous-mêmes puisqu'on n'a pas réussi. Offrons la chance à celui qui est passé, peu importe les méthodes utilisées pour son élection, mais nous prions seulement qu'il soit conscient. Vous êtes en train de préparer déjà, de baliser déjà le chemin pour les échéances futures, raison pour laquelle vous avez refusé de pouvoir aller hésiter ou introduire un recours. Non seulement ça, le peuple n'a pas la même lecture que moi.
Parce que moi, je peux aller en justice et je sais que c'est un comportement légalement prévu. Et qu'il n'y a rien d'irrégularité d'attaquer une élection en justice. Et rien d'inimitié, non plus de la diversité, mais plutôt pour raison de la régularité de la procédure et des élections. Alors vous ne voulez pas Mais je dis, le qualificatif du gel? je dis, le peuple du Sankourou ne fera pas la même lecture que moi ou que nous laisser encore plonger la province à autant de mois de procès sans pour autant qu'ils aient un gouverneur qui va bien travailler, par exemple, différemment de celui qui a commencé le mandat. Nous avons été, après l'élection du gouverneur, lui présenter des félicitations. Après quelques heures de son élection, je pense 1 heure après son élection, ma titulaire et moi, nous sommes allés avec Mme Bernadette Akouka, on est allés le féliciter. Lui demandant de considérer que sa victoire, c'est la victoire pour un changement. Peu importe ce qu'on a injecté comme moyen, peu importe le procédé utilisé pour être élu, mais pour nous, la difficulté, c'est que la démocratie n'est pas une expression des pauvres, ni non plus des émotionnels, parce que ça ne tiendra jamais. On veut chercher une démocratie dans ce pays. Au moment où nous avons encore 86% d'illettrés, on est encore 92% des pauvres. C'est pratiquement impossible qu'on ait une démocratie sans irrégularité, sans procédé frauduleux. Pratiquement impossible. Maître, ces actes d'irrégularité n'auront-ils pas de conséquences néfastes sur la gestion de la province? De la province. Parce qu'on se dit déjà que le départ est mauvais. Oui, mais ce que je vous dis, il y en a qui font une lecture. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui vont l'attaquer. Nous étions 12 candidats. Si nous nous sommes retirés de dire, voilà, on ne trouve pas un mobile, même s'il y a de fautes, mais il faut savoir en quoi allons-nous aboutir avec cette attaque à la réorganisation des élections. Avec quelle assemblée? C'est la deuxième question. La même assemblée. Vous comprenez? Est-ce que va-t-elle nous donner encore une élection crédible? Ou s'ils ont reçu 800 000 $ pour celui dont on vient d'annuler, pour nous qui allons peut-être partir encore à la deuxième course, ils vont nous demander 1 million de dollars. Et ces 1 million de dollars ou les 800 000 injectés pouvaient réhabiliter au moins 3 hôpitaux sans coût et les équiper. Pourquoi ça servirait à nous d'annuler les élections, mettre l'argent dans les poches de quelques indisciplines politiques qui ne vont jamais nous faire donner une élection crédible, pour autant que nous devons concentrer nos énergies avec celui-là dont on suppose peut-être n'avoir pas utilisé de procédés réguliers, mais il est quand même élu. C'est un fils de chez nous, on ne le renie pas d'être fils du Sankourou. Lui apporter un appui, sauvegarder l'intérêt social, premièrement, que de sauvegarder l'intérêt de notre pouvoir recherché ou de l'aspect d'être appelé excellence. Parce que rien n'est excellent à ce niveau. Voilà pourquoi nous avons trouvé moins utile d'attaquer ces irrégularités devant les juges, mais nous avons voulu attaquer ces irrégularités devant le gouverneur lui-même. Parce qu'il y a aussi le procédé de dire au gouverneur que vous avez la charge de cette fois-là. Peu importe, nous connaissons tout ce qui a été à la base de votre élection, mais que cela ne tienne, faites de différence pour que le peuple du Sankourou se sente tant soit peu soulagé de toutes leurs souffrances passées. Mais le regret, c'est que toutes ces personnes qui ont injecté l'argent pour l'élection du gouverneur chez moi, ce sont les personnes qui détiennent ou qui ont détenu le pouvoir plus longtemps possible dans ce pays. Mais ils n'ont pas pu laisser ce peuple, même avec les 500 000 $, même avec les 800 000 $, qui devrait aujourd'hui me permettre de construire des maternités, que les femmes cessent de mourir au moment d'accoucher. Alors, maître, au vu de tout ce que... 500 000, ces 800 000 entrent dans les poches des individus qui vont construire des petites maisons, qui vont acheter des petites voitures, qui vont impérativement être détruites ou brûlées. Il n'a rien d'intérêt communautaire. Alors, au vu de toutes ces irrégularités, vous confirmez que cette élection n'a pas été crédible. Alors, puisque cette élection n'a pas été crédible, où est la place de l'état de droit que le peuple congolais attend justement aujourd'hui? Non, je vous ai dit, l'état de droit, c'est la soumission impérative à la règle. La soumission impérative à la règle. Qui n'est jusque-là, qui n'est même pas jusque-là en train de visiter le Congo. L'état de droit n'est même pas encore venu en visite. Nous sommes encore très loin. Oui, oui. L'état de droit n'est même pas encore venu en visite.
Mais vous répondez quand même à ma question. Comment ça? Cette élection n'est pas crédible. Et elle ne sera pas crédible non plus. Même si c'est moi qui serai élu, l'autre viendrait te dire que ce n'est pas crédible. Pour autant que nous ne sommes même pas encore visités par l'état de droit. L'état de droit commence par une prise de conscience. Mais on parle des élections démocratiques. Donc cette élection n'a pas été démocratique. Non. Démocratique dans le concept beaucoup plus primaire, comme si le pouvoir émanait du peuple. Oui, certes. Mais quel peuple? Est-ce que le peuple donne ce pouvoir avec liberté? Puisque le pouvoir que donne le peuple doit être un pouvoir qui émane d'une certaine liberté, d'une certaine indépendance. Est-ce que ce peuple est indépendant? Est-ce que ce peuple est libre? Ou ce peuple donne par contrainte, par tribalité, par lien familial? Vous comprenez déjà? Avec ces éléments qui sont des vecteurs, des infections à la démocratie, c'est que la démocratie n'existe pas. Je venais en route, j'ai vu la photo du chef de l'État, non au tribalisme. Pourquoi non au tribalisme? C'est un vecteur, c'est un antivaleur qui porte atteinte à la démocratie. Parce que si moi je te vote plus que tu es Monouba, je ne t'ai pas voté sous base d'une démocratie. Je t'ai voté sous base d'une contrainte tribale. Parce que ce peuple fait une élection démocratique qui en son sein appelle la notion de la liberté, la notion de l'indépendance, la notion de la conscience libre. Ça n'existe pas en RDC, mon cher ami. Ça n'existe pas. Nous mettons en doute, puisque nous sommes en train de copier tout. Nous venons de vivre l'élection en France. Voilà un peuple décomplexé. Macron n'est pas voté du fait qu'il appartient à un clan français ou à une ethnie française. Non. Les Français l'ont évalué. Puisqu'il a dit, je sais ce que je vous dois. Il dit aux Français, je sais ce que je vous dois. Et je ne ferai que ce que je dois faire puisque je connais les Français. Est-ce qu'il peut dire ça au Congo? Qu'il sait ce qu'il doit aux Congolais et que s'il vient postuler, c'est plus qu'il connaît le Congo et il ne ferait que ce que le Congo va lui demander. Qui parmi nous peut le dire? Par exemple, quand nous sommes allés en province, disons, je connais les Sankourou, je sais ce que je dois donner aux Sankourou, puisque les Sankourou entendent de moi quelque chose. C'est-à-dire que chacun de nous doit se sentir qu'il est endetté. Il a une dette du pays, il a une dette de sa province. Et comment le payer? Alors, maître, le pire est à craindre parce que on retourne dans la case de départ. Les candidats idéaux n'est pas élu et on va retourner encore dans des motions qu'on aura justement à initier contre tel ou tel autre. C'est la crainte que nous avons. Nous n'avons que 500 quelque chose de jours pour les nouveaux gouverneurs qui sont élus. Je les félicite tous de 14 provinces. Mais ils n'ont que 500 quelque chose de jours à gouverner les provinces. Parce que déjà au mois de septembre 2023, si le processus sera respecté, on sera maintenant dans la période électorale. Et je ne vois pas, si les assemblées provinciales ne sont pas conscientes, ils vont replonger encore les provinces dans l'émotion, vous comprenez? C'est-à-dire que ces assemblées ne sont pas en quête de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État, mais ces assemblées sont en quête de l'argent, puisqu'à chaque élection, ils sont payés par les électeurs. Ils sont corrompus, comme veut le dire le terme beaucoup plus vulgaire. Et ça, c'est la population, c'est la province qui sera encore. Non seulement la province, c'est le résultat qui va coller au chef de l'État. C'est le résultat qui va coller au chef de l'État. Parce qu'il est le garant de la nation. Il est l'arbitre pour le bon fonctionnement des institutions. Entre autres, même l'Assemblée provinciale constitue une institution de l'État. Alors si ces institutions-là n'impriment rien de responsabilité politique, aucune discipline politique, moi je trouverais utile que le président constate la gravité du fonctionnement de ces institutions et les dissoudre carrément. Et les dissoudre. Maître, parlons de la province du Sankourou. Quels sont actuellement les défis que le nouveau gouverneur doit relever? Le Sankourou tout entier, c'est un défi. Et nous avions dit que le Sankourou ne renferme que des priorités. Et que le nouveau gouverneur, si il voudrait ne fût-ce que dans le 500 quelque chose de jour, faire quelque chose pour le Sankourou, inscrire son nom dans l'histoire et dans les annales de la gouvernance de cette province,
il doit se dissocier de sentiments humains ou du sentimentalisme. Est-ce que le temps qui lui reste est suffisant? Il peut faire quelque chose, madame. Il peut faire, même s'il fait 30% de l'attente de la population, nous allons lui acclamer. Mais s'il va se laisser conduire puisque le financier lui oblige de ne faire que ce que le financier veut, cela est le début de son égarement. Parce qu'au moins, il a un financier, il a un parrain. Il est différent de nous qui sommes partis du néant. Du néant, parce que nous avions notre parrain qui est le Sankourou. Le Sankourou elle-même, en soutenant le principe de la légalité du chef de l'État. Mais si il va s'atteler sur le dictat, le gouvernail du financier, il va lui dire, écoutez, nomme-moi celui-ci comme ministre, nomme ce dernier comme ministre, prends-moi le régime financier, je voudrais prendre ça, et là-bas je voudrais faire ceci, c'est fini, c'est automatiquement il va suivre le même schéma que le précédent. Maître, pardon, je vous arrache la parole, vous allez continuer avec la question d'Emeline. Alors, est-ce que vous pouvez préciser que les différents gouverneurs qui sont élus n'auront que à exercer pendant 540 jours et non prendre un mandat de 5 ans? Parce que c'est une grande discussion qui a été engagée pour laquelle il n'y avait pas de précisions. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de nos téléspectateurs? Oui, parce que quand vous calculez, il sera investi, j'espère, à la fin du mois, demain. Après les contentieux, les cours doivent se prononcer. C'est-à-dire que le pouvoir commence à être exercé au mois de juin. De juin à juin, c'est une année. Et au mois de septembre 2023, on commence les procédures pour les élections de 2023. Si réellement, je mets en parenthèse, on maintiendra sans glissement que les élections existent en 2023. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 500 quelque chose de jours. Et que se passe ceci. Ces députés ne viennent pas pour faire une continuité du mandat, mais continuité de la gestion. Le mandat est limitatif. Le gouverneur passé, on fait 3 ans chacun, ou 3 ans et demi, selon les autres. Ceux qui viennent terminer le mandat, limité au temps et au délai prévu par la Constitution. Mais continuité des gestions, les actes d'administration, les actes de gestion continuent. Ceux qui avaient laissé l'autre, ils continuent, ils les achèvent. Mais ils ne viennent pas pour un mandat de 5 ans. Tous les gouverneurs, à confusion à un certain moment. Tous les gouverneurs élus ne viennent pas pour un mandat de 5 ans. C'est pour cette raison que vous trouverez dans plus de discours ou de programmes présentés, les candidats se sont attelés comme s'ils venaient pour 5 ans. Promettre même des choses qu'il ne faut pas promettre au peuple. Amener une démagogie littéraire dans le texte, programme, comme si on venait gérer durant 5 ans. Non. Alors revenez sur les défis du Sankourou. Alors c'est ça le premier problème. Le gouverneur doit rester attentif et doit jouer à 80% avec son intelligence personnelle. Nous croyons que c'est un avocat. Nous croyons que c'est un assidu, c'est un intellectuel. Divorcer de l'émotion et faire des choses selon la lutte personnelle et non la lutte conjointe avec les financiers ou avec de caciques ou avec un certain lobbying politique qui s'est déjà incarné chez nous. On doit chercher non seulement un divorce, mais il faut chercher à séparer le génie politique de nos leaders du Sankourou qui a déjà fait montre de plusieurs faiblesses avec son intelligence personnelle, son imagination personnelle, puisqu'il doit aussi lui chercher à s'incarner dans son peuple comme gouverneur. Troisièmement, trouver que tout ce qui est au Sankourou est prioritaire serait un enjeu de taille pour qu'il commence d'abord à relier le territoire du Sankourou par des routes. À lutter ne fût-ce qu'à faire vivre le peuple dans un certain espoir sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé,
Parce que chez nous, nous manquons encore un paracétamol dans les hôpitaux. On peut manquer une seringue à te piquer dans les hôpitaux, chez nous. Et que le gouverneur élu a un défi à relever. Un, au centre de toute la gouvernance, c'est l'intérêt supérieur de la vie humaine. Essayer de relever la paix. Le défi de la paix est énorme au Sankourou. Pour autant que la communauté locale, ou les communautés locales, s'entre-déchirent, s'entre-tuent. Et que faut-il créer comme un mécanisme d'instaurer une paix solide? Il faut chercher à dépolitiser le système de pouvoir traditionnel. C'est un élément majeur de conflit en Afrique et plus surtout chez nous. Parce que les politiciens s'emparent des chefs coutumiers pour leur confier des responsabilités, les font même adhérer dans leur parti politique pour ne défendre que leurs intérêts. Non. Un chef coutumier est apolitique. L'autorité traditionnelle doit être apolitique et ne garder que le lien entre lui et la nature. Parce que le chef, c'est celui qui détient le pouvoir naturel de converser avec le visible et les invisibles. Retourner cette spiritualité naturelle du Sankourou, qui est une très grande province, plus grande, une province plus grande que certains États en Afrique, et même en Europe, doit faire revenir ce peuple-là dans l'espoir de croire à leur nature, afin que la paix revienne. Qui trop embrasse mal étreint, par où exactement le nouveau gouverneur peut commencer? Parce que les défis sont énormes. Le temps lui est imparti. Le temps lui est imparti. C'est d'abord de former une équipe solide, de former une équipe gouvernementale solide, efficace, avec des personnes assidues qui peuvent lui rendre un travail adéquat et charismatique. S'il échoue à partir de la formation du gouvernement, il ne fera rien. Parce que le chef ne gouverne jamais seul. Le chef, c'est son équipe. Mais quand l'équipe échoue, on ne voit pas l'équipe. On voit le chef. C'est là le contraste du pouvoir. Il doit, avoir une équipe de personnes très solides, très efficaces, très charismatiques, des gens qui peuvent dire non et des gens qui peuvent dire oui et ça reste oui. Parce que le Sankourou, c'est une province des gens le plus, tantôt émotifs. Il faut connaître son peuple pour savoir mieux le diriger. Alors, deuxième défi, après avoir formé une équipe forte, solide, efficace, intellectuelle, on ne peut pas s'en passer, il doit aller relever le défi de la paix. Est-ce que son profil correspond? Son profil correspond à relever tous ces défis? Oui, je crois en lui. Je crois encore en lui. Moi, personnellement, je crois en lui. Je crois encore en lui. Qu'il fera... On vous rappellera après une année. Oui, je crois en lui qu'il fera mieux que le précédent. Parce que c'est un avocat. Vous le connaissez personnellement? C'est un confrère. C'est mon avocat en plus. Wow. C'est mon avocat. Toutes les fois que j'ai des problèmes privés, c'est celui-là qui prend ma défense. Cela ne suffit pas. Et je crois à lui. C'est pourquoi je dis que si ça attelle à son intelligence personnelle, sans se laisser infecter, il peut faire de mieux ce que le Sankourou attend. Mais s'il va se laisser infecter, là automatiquement, ça va l'amener à un virement que lui ne saura pas. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas politique. Le seul doute que j'ai nourri est que le gouverneur élu du Sankourou, c'est la première fois qu'il s'y mette dans le combat et dans l'allure, dans l'aventure politique. C'est la première fois. Et que la politique du Sankourou sera une apparition pour lui, parce qu'il ne maîtrise pas beaucoup. Il y a ceux qui peuvent le sourire, qui pensera qu'il l'aime, or il ne l'aime pas en réalité. Il y a ceux qui vont peut-être être loin de lui, qui lui pensera qu'il ne l'aime pas, or ce sont ceux-là qui l'aiment. Le Sankourou est très confusionnel. Il est intelligent, il peut quelque chose, mais il y a un problème de savoir comment se situe le Sankourou sur sa phase politique. Il y a ceux qui ne veulent pas mourir, il y a ceux qui ne veulent pas céder, il y a ceux qui ne veulent pas laisser, il y a ceux qui veulent s'incarner éternellement, comme les éternels, dans les esprits des gens au Sankourou,
que non, ils soient intouchables, ils soient immortels, et que ceux-là ne veulent jamais qu'on touche à leur robe. Mais elle dit, mais écoutez, Jésus avait perdu la force un jour, parce qu'il y a une femme qui coulait le sang qu'il avait touché. Il faut accepter un jour perdre aussi. Mais il y en a qui ne veulent pas perdre de leur subsistance politique au Sankourou. Quand vous touchez, ils se soulèvent. Et quand ils se soulèvent, c'est pour uniquement nuire. Ils ne se soulèvent pas pour mettre la paix. Et que Maître Lodi, que j'estime personnellement, qu'en tenant compte de son niveau personnel, il dirigera différemment de son précédent si il va rester tel que je le connais. Tel que je le connais. Parce que je crois en lui. Jusque-là, moi, je ne dis pas que tous les Sankourou. Et s'il réussit les paris de la bonne gouvernance, peut-être il pourrait être élu lors des échéances futures. Je le veux bien, c'est une nouvelle façon de faire la politique que nous voulons imprimer chez nous, puisque le monsieur le gouverneur est de ma génération, en fait. Je peux dire que nous sommes de la nouvelle génération politique au Sankourou, et que je veux bien qu'on imprime une autre culture de faire la politique. S'il fera mieux et qu'il sera réélu comme député, comme sénateur, pourquoi pas maintenir son poste de gouverneur s'il fait mieux? Nous ne serons jamais gênés. Nous ne sommes pas dans ce genre de politique où il n'y a que Maître Lokeka ou il n'y a que Maître Lodi. Non! Nous avons besoin de celui qui fera mieux et qui va exprimer une autre façon de faire les choses chez nous. Parce que nous en avons assez. Maître, nous chutons déjà, nous sommes à la fin. Alors, nous attendons les élections de 2023. Un mot à la Commission électorale nationale indépendante. Vous regardez votre caméra. Non, j'avais d'abord personnellement voulu faire une proposition pour le débat qui est en cours concernant l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Je commence par là. Allez-y. Que le vice-gouverneur soit dépendant de l'Assemblée provinciale individuellement, au regard des prérogatives lui reconnues par la loi, et qu'il réponde de cela devant l'Assemblée, qui peut le sanctionner, qui peut le démettre par voie de motion. Et que si on va demeurer dans la procédure de la conséquence d'une élection de gouverneur, automatiquement il y a un problème, un contraste qui ne répond pas à l'explication sur le droit administratif, au regard de formalisme des actes. C'est pour cette raison que nous demandons qu'en modifiant la loi électorale, en recevant les candidatures de gouverneurs, recevez aussi les candidatures de vice-gouverneurs, séparément de candidatures de gouverneurs. Le premier avantage, quand un gouverneur est élu, on peut aussi élire un vice-gouverneur, mais les deux ne sont pas de la même idéologie. Et là, ça crée eux-mêmes aussi un système de contrôle mutuel. Que le vice-gouverneur peut être l'œil et l'oreille du gouverneur sur les abus de gestion. La même chose aussi, le gouverneur regarde les prérogatives de son vice pour éviter les abus. Et que si les deux dépendent d'une même idéologie, il y a un problème de complicité. Il y a un problème de complicité. Parce que la jurisprudence de Kinshasa nous enseigne qu'aujourd'hui, on peut élire un gouverneur seul. Ce qui n'avait pas été fait pendant nos élections que nous venons d'échouer ici, dans toutes les provinces. Nous autres, sommes courus. Si peut-être c'était le cas que le gouverneur peut être élu, et le vice-gouverneur peut être aussi élu, peut-être que je serais élu vice-gouverneur. Et être annexé au gouverneur élu, qui nécessairement ne peut pas émaner de mon ticket. Donc voilà, cette modification s'avère indispensable. Le courant pour le salut du peuple propose que cette modification ait lieu pour éviter tout comportement qui puisse froisser la gestion de la province. Nous demandons encore à la CENI de multiplier la formation, de multiplier l'information sur la tenue des élections à venir. Notre peuple n'est pas un peuple instruit comme la France, comme les États-Unis, comme d'autres pays dont nous voulons imiter. Nous imitons certes la démocratie, mais nous n'imitons pas l'exercice de la démocratie. Or, c'est là où se pose le problème. Allons-y vers les enrôlements, s'il sera prévu réellement les enrôlements, en respectant le droit des Congolais majeurs en ce jour, qui sont aussi appelés à exercer leurs droits civils et politiques, en allant aux urnes et en se faisant élire aussi. Si ça va tenir que la CENI avertisse le peuple avant
pour éviter les frustrations, pour éviter de marche et pour éviter de cacophonie politique dans le pays. On a plusieurs problèmes à résoudre. Il ne faudrait pas que l'organisation des élections soit aussi un autre problème qu'il faille ajouter sur les autres. Je souhaite aussi un bon parcours de gestion à tous les gouverneurs élus de la RDC sur les 14 provinces et plus particulièrement à mon gouverneur élu du Sankourou. Je suis son administré, comme je suis fils du Sankourou, étant son challenger, je dis, nous nous soumettons pour la bonne culture politique de l'accepter comme gouverneur élu en lui demandant sincèrement de tenir compte de nos orientations et de nos conseils, parce que le peuple du Sankourou attend beaucoup de lui et qu'il doit soumettre ce peuple à un changement, non seulement à rejeter les aînés, mais à faire reconsidérer les faits de ces aînés devant le peuple. Nous ne venons pas pour faire le tabula rasa, de dire que les aînés ne sont plus importants, mais les aînés resteront à l'index ou en marge de son pouvoir, et que ces aînés-là nous voient gouverner selon son style, qu'il gouverne la province selon son style, qu'il imprime un style différent de nos aînés. Ça sera bien pour le Sankourou. Merci Maître Armand Okika. Là, c'était votre mot de conclusion pour ce numéro de Paramètres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Nico, merci Madame de nous avoir aussi invités une fois de plus. Merci. Je demeure toujours attentif à vos invitations et je vais rehausser toutes les fois que vous aurez besoin de moi. Nous rappelons que vous êtes le président du courant pour les saluts du peuple, également candidat vice-gouverneur dans la province du Sankourou, et l'espoir fait vivre. Nous croyons encore, nous croyons pour la politique à venir, et en soutenant le président de la République dans la légalité, nous croyons que la campagne de la légalité sera toujours tenue par le courant, ou bientôt vous serez invité dans la conférence qui organise le courant et nous viendrons parler de quoi il est question pour les échéances électorales à venir. Merci beaucoup Maître Armand Okika. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cet échange pour votre magazine Paramètres. Aujourd'hui, nous avons abordé essentiellement des questions qui ont tourné autour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, et particulièrement, nous avons échangé autour de ce qu'a été l'élection au niveau du Sankourou. Merci d'avoir été nombreux pour suivre votre émission Paramètres. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.